Bonjour à tous. Avant de commencer, je voulais vous préciser que ce serait la dernière pendant un mois parce que je vais m'enfermer pour terminer le premier jet de mon prochain roman. Vous pouvez découvrir Linkipit en barre d'infos. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner parce que après j'aurai un programme assez chargé. En août, je crois que je vais faire les sectes en littérature. Je vais aussi faire quelques classiques. En septembre, je vais découvrir la sélection du Goncourt et lire tous les livres qui y seront et vous en parler. Et après, d'ici la fin de l'année, j'aimerais faire aussi l'enfance en littérature et faire des thématiques sur Houellebecq, sur peut-être Toni Morrison et Philippe Génada. Donc voilà, après les miniatures sont temporaires, mais je pense que ce sera à peu près ressemblant. Voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo va vous plaire et j'espère aussi qu'elle vous donnera envie de découvrir John Kalman Stephenson. L'Islande. Mot à mot, pays de glace. L'Islande est une île qui se situe à quelques kilomètres du cercle polaire arctique. Terre de volcans, de geysers, de fjords et dépourvue pour moitié de flore. Terre aride, cruelle, presque inhabitable, la majorité de la population vit à Reykjavik. Elle est pourtant fertile en création littéraire, avec les sagas, textes écrits au Moyen-Âge, genre inédit, qui relatent la vie et les légendes du pays à travers des péripéties héroïques et poétiques. Ces sagas ont influencé l'art nordique, mais aussi européen, car si l'Islande était isolée au XIIIe et XIVe siècle, leurs textes, eux, ne l'étaient pas. On peut se dire que si leurs textes étaient si beaux, c'était en partie à cause de l'âpreté du pays. Impossibilité de se divertir par d'autres moyens, comme la musique ou la peinture, et surtout, affronter la dureté de la vie. Récit écrit essentiellement en prose, la saga détaillait la vie d'un personnage marquant, ses ancêtres, son héritage, sa naissance et sa mort, que le destin, qui est une notion importante de la saga, malmène. Le destin, la mort, la poésie, l'alternance entre ombre et lumière sont les thèmes de ces sagas, thèmes qui ont inspiré l'un des auteurs islandais les plus connus de notre époque. John Kalman Stephenson a grandi à Reykjavik et à Keflavik, dans une famille éloignée de la poésie. Né en 1963, il termine ses études en 1982 pour travailler dans la pêche, dans la maçonnerie, dans une bibliothèque, avant de reprendre ses études et de s'intéresser à l'écriture à l'âge de 21 ans. Selon lui, cet âge est tardif, surtout en Islande. On pourrait dire que j'ai mis tellement de temps à naître. Nous allons, à travers cette vidéo, nous pencher sur la question de la maturation en écriture, comment un auteur trouve son style, sa voix, et pour cela, nous allons devoir répondre à plusieurs questions. Quel est son processus d'écriture? A-t-il évolué? Quelles sont ses inspirations et ses thèmes de prédilection? Pour cela, j'ai lu tous ses romans traduits et je vais vous en parler, ainsi que de son évolution, tant structurelle que thématique. En résumé, on va donc se demander comment naît un poète. Son premier roman paraît en 1997 en Islande, mais c'est avec la trilogie, qu'on va nommer pour la vidéo la trilogie du gamin, composée d'Entre ciel et terre, de La tristesse des anges et de Le cœur de l'homme, qu'il va connaître un succès mondial. D'où vient l'histoire ? John Kalman Stephenson a entendu à la radio la vie d'une femme qui vivait au XIXe siècle. Veuve, cette femme avait hérité de la fortune de son mari et était dotée d'un fort tempérament. Immédiatement, l'auteur s'imprègne de cette histoire pour parler de la manière dont les femmes, déjà à l'époque, pouvaient tenter de s'extraire de la domination masculine. C'était son point de départ. Mais lors du travail préparatoire, la trame s'est modifiée. C'est qu'il est très désorganisé, Stephenson. Ce qui explique aussi le fait que la trilogie en soit devenue une. Au départ, il était persuadé de n'écrire qu'un seul roman. La raison principale pour laquelle il a changé de personnage central était qu'il avait envie d'un point de vue extérieur, celui du gamin, qui permettrait de mettre en lumière l'histoire de Gay Brudur. C'est le petit nom de la femme, mais je vais essayer d'éviter les prénoms car ils sont assez durs à prononcer. Le gamin a tout aspiré. Stephenson, d'ailleurs, admet qu'il a une portée autobiographique, raison pour laquelle il parvenait autant à s'identifier à lui. Entre ciel et terre, donc, c'est l'histoire d'un gamin qui vit avec des marins et dont le meilleur ami,
Bardur, on va faire comme si je prononçais correctement, meurt de froid lors d'une pêche, où captivé par son livre de poésie, il oublie sa vareuse. Le gamin va traverser une partie de l'Islande en plein hiver pour rendre le recueil de poésie à son propriétaire, puis être embarqué dans un voyage plus grand que lui. Un lien particulier avec la France et sa littérature est créé, car il la cite souvent comme un marqueur temporel. Dès le roman Entre ciel et terre, la première date est celle de la publication d'un roman de Zola. Zola est aussi cité dans Ton absence n'est que ténèbres, en tant que marqueur temporel encore. Ce roman pose les premières pierres de son univers, peut-être plus de l'ambiance que du style, car je l'ai trouvé plus conventionnel dans sa narration, et parfois maladroit, avec un abus d'aphorismes et de sentences pas toujours très profondes. En général, je me suis sentie moins engagée que pour Ton absence n'est que ténèbres. J'ai trouvé les différentes voix moins vivantes, et peut-être aussi moins différenciées les unes des autres. Et l'omniprésence de la mort, si elle touchait à quelque chose d'universel dans Ton absence n'est que ténèbres, est moins bien dosée dans Entre ciel et terre. Stephenson nous rappelle toutes les 3 pages que la mort rôde, et à trop vouloir l'illustrer, ça l'amoindrit. Ça lui donne même un côté puéril, comme quand les enfants jouent à se raconter des histoires et gonflent le danger. Attention, je ne dis pas que le labeur du 19e, l'absence de chauffage, le fait de traverser un pays glacé n'est pas dangereux. Je dis juste que nous le rappeler sans cesse, qu'ils risquent leur vie, c'est un peu pompeux. Pompeux, je crois que c'est un des défauts qui m'a dérangé dans ce roman. Un côté grandiloquent, avec des métaphores pas toujours bien senties, voire répétitives. Stephenson peut manquer de tact, avoir un petit côté « regardez l'histoire tragique que j'écris, comme c'est beau, comme c'est puissant et profond et tragique et poétique et symbolique. Une vareuse oubliée, c'est le tragique de l'homme. Un jeune garçon sans famille, tragique, tragique. » Et pourtant, je ne vais pas vous le déconseiller, ce livre est 100 fois mieux écrit que beaucoup de choses qu'on trouve sur les étagères des librairies. Quand Stephenson commence à virevolter d'un point de vue à l'autre, que le « il » devient « je », il est bon et même excellent. Les thèmes, malgré ce que j'ai dit, sont multiples, car si c'est un livre sur le deuil et l'acceptation, c'est aussi un livre sur l'art, sur sa place dans la société, son rôle ambigu aussi, puisque l'art est responsable de la mort du meilleur ami du gamin. Et cette question, est-ce trahir les défunts que de leur survivre ? Le gamin, qui est-il ? On a vu qu'il avait une portée autobiographique, et j'ajouterais même que c'est peut-être Stephenson qui rentre dans le monde de la poésie. C'est sans doute ce que représente l'Islande, cette terre blanche, à inventer, dans laquelle on disparaît. Ce qui était important pour Stephenson était d'être fidèle à l'ambiance de l'époque plus qu'à l'époque elle-même, l'atmosphère plus que le réalisme historique. C'est pour cela, par exemple, qu'il s'est davantage penché sur le travail des marins, sur les dangers qu'ils encouraient, que sur la manière dont ils se parlaient. Il voulait à la fois que le lecteur ait l'impression de traverser cette époque, mais aussi que l'histoire ait pu se passer de nos jours. Ainsi, les personnages traversent des peurs et des sentiments anachroniques. Par ailleurs, il pense qu'il est impossible pour un auteur d'écrire un roman sans refléter l'époque dans laquelle il vit. Dans La tristesse des anges, on va continuer de suivre le gamin. S'il a pu rendre le recueil de poésie dans le premier tome, ici, il va devoir repartir en expédition, accompagné du postier Jens, d'abord pour livrer du courrier, mais assez vite, on comprend que c'est d'un voyage initiatique qu'il s'agit. Voyage initiatique qui finira plutôt mal pour nos 2 héros. Ce second tome, même s'il a les quelques défauts du premier, dont l'emphase de certaines images, les aphorismes un peu simplistes, commence pourtant à esquisser l'écriture de Stephenson. Dilatation du temps, déjà, ou comment faire des va-et-vient dans le passé, le présent et l'avenir. Résumer toute une vie en quelques lignes, puis décrire une courte scène sur plusieurs pages. L'érotisme aussi, un érotisme singulier, poétique, mais aussi pudique. Le récit a quelque chose de biblique dans ses répétitions, et même dans certaines formules. Le vent les transperce constamment, puis vient le soir. On alterne entre aridité de la langue et une extrême générosité, comme l'Islande en fait. D'ailleurs, on note que cette expression, puis vient le soir, revient souvent dans ses autres romans, jusqu'à apparaître dans le titre « Lumière d'été, puis vient la nuit ». Ces voyages, qui peuvent paraître absurdes par ce temps, sont symboliques, et on le comprend à la fin, quand il est tiré vers le cercueil. Comme on le disait pour Entre ciel et terre, il symbolise la poésie, la lutte vaine contre la mort, notre condition à tous. Dans le cœur de l'homme, Jens redevient un personnage secondaire, voire tertiaire. Alors que la glace fond, que les journées se réchauffent, même si tout est relatif,
le gamin va revenir dans un des villages du premier tome, auprès de Kolbeinn l'aveugle, d'Helga et de Geirodur. Là, il va rencontrer une jeune mère rousse. Un directeur d'école, il va se bagarrer pour la première fois de sa vie, perdre sa virginité et même retrouver son frère. Et encore une fois, ce tome a été parfois ennuyeux, même si le changement de cadre, moins de neige et de congère, a pu être une bonne idée. J'ai trouvé que le survolage des personnages, alors que j'avais adoré ça en janvier pour son dernier livre, est ici frustrant. Je ne me suis pas vraiment attachée aux personnages. J'avais hâte de terminer, et à vrai dire, peur pour la suite. Pourtant, malgré ces défauts qui ont pu ralentir ma lecture, à la fin de la trilogie, des images me restent en tête, comme ce bonbon sucé et offert, cette vareuse oubliée évidemment, point d'ouverture du livre, veste causant la mort de Bardur, le marin trop absorbé par la littérature, cette étreinte dans la nature, regrettée, comme si une part d'innocence était volée au gamin. On retrouve les thèmes chers à Stephenson, la mort, l'Islande, le pouvoir des mots. La langue de Stephenson sert à redonner voix aux morts. Le thème du revenant, d'une existence parallèle qui observe et commente le monde des vivants, est omniprésent dans sa littérature. L'Islande, c'est Stephenson qui en parle le mieux. En Islande, nous n'avons pas bâti des châteaux ou des villes, mais nous possédons des immeubles de mots. L'Islande, c'est la matrice, c'est une mer sévère qui pousse la beauté à se frayer un chemin, dans l'inattendu. C'est ce qu'emblématise ce froid qui a coûté la vie à Bardur. Si la vareuse avait été sur ses épaules, le chemin de la poésie aurait été rompu. Stephenson livre cette dualité dans sa trilogie. Sans doute est-il vrai que la poésie conserve en ses profondeurs la beauté et la simplicité de l'âme nationale, mais 7 siècles d'obscurité et de difficulté nous ont façonnés, rabotés. L'Islande, c'est aussi une terre sous tutelle, d'un côté des pays nordiques et de l'autre de l'Amérique, et ce thème revient aussi dans ses autres livres. Stephenson tente de nous dire comment c'est de vivre dans l'ombre, dans les pas d'un pays qui nous infantilise, qui nous rééduque, qui refuse de voir notre spécificité pour nous faire coller à leur image, comme des parents narcissiques. Il faut préciser que quand il était jeune, Stephenson a écrit 3 recueils de poésie. Mais son grand malheur est qu'à chaque fois, la poésie s'est infiltrée dans des histoires de fiction. La seule manière qu'il a d'écrire de la fiction est de mélanger schéma narratif et poésie, en espérant peut-être pouvoir élargir les horizons romanesques. Il veut influencer le lecteur, le faire douter, c'est pour lui le rôle de la littérature. Par exemple, dans le second tome, quand il se retrouve dans une maison où la mère raconte des histoires aux petits, on voit que l'oralité est la première littérature. La voix basse de la mère remplit la salle commune et les enfants écoutent, le chien écoute. Une voix de femme qui montre le pouvoir des mots, celui de suspendre pendant quelques instants le malheur et l'inquiétude. Par ailleurs, le gamin lui-même observe que les lettres qu'il écrit produisent des effets, par exemple des demandes en mariage, que presque autant que ses actes, les mots ont des conséquences. C'est pour ça que les personnages sont rongés par les non-dits et les malentendus. Quand les gestes, la violence se substituent au langage, il ne reste que l'incompréhension. Pourtant, la littérature n'a pas pour but d'éclairer, de dénouer ces conflits, mais aussi d'écrire dessus, dire la laideur autant que la beauté, l'injustice autant que la bonté, le froid qui crispe les corps autant que la chaleur qui embrume leur âme. Voilà le but de la trilogie du gamin. Quand on la lit et qu'on connaît la définition des sagas, on ne peut s'empêcher de voir les similitudes. Et pourtant, Stephenson dit que ce n'est pas une inspiration directe. Vous pouvez être influencé par des auteurs ou des livres dont vous n'avez jamais entendu parler, parce qu'ils ont influencé quelque chose qui vous a influencé. Il évoque à cet instant l'une de ses inspirations, qui est l'auteur norvégien Knut Hamsun, qui est aussi une influence de Karl Ove Knausgård, dont j'avais parlé il y a quelques semaines. Hamsun, lui-même, était inspiré par ces sagas islandaises, ce qui nous fait réfléchir à la notion de palimpseste de Gérard Genette. Le palimpseste, c'est un parchemin sur lequel on a gratté le texte pour en écrire un nouveau. Et, par transparence, le texte initial est toujours visible, ce qui permet à Genette d'utiliser cette image pour affirmer qu'on peut trouver dans tout texte littéraire la trace d'un autre texte, plus ancien. La littérature n'est qu'un long parchemin sur lequel des hommes écrivent et réécrivent. Les premiers inspirant les seconds, qui inspireront les troisièmes, et ainsi de suite
jusqu'à tisser un grand roman collectif et pourtant propre à chaque auteur. Bref, tout texte s'inscrit dans une continuité littéraire, et c'est pour ça qu'un des meilleurs conseils pour devenir poète, ou écrivain, est celui de lire beaucoup, pour trouver ses propres thématiques, celles qui résonnent en nous, pour pouvoir se les approprier. Si vous voulez vous lancer, cela ne sert à rien de payer des formations génériques à 199 €, surtout si l'on ne lit pas à côté. Seul compte la pratique et la lecture. Comment vient l'idée d'un livre à Stephenson ? Souvent, quand je commence à écrire un livre, je n'ai qu'une idée très vague de ce qu'il va se produire. Il écrit en flow et des choses auxquelles il ne s'attendait pas se manifestent, ce qui fait qu'il a beaucoup de travail de réécriture, pour couper principalement. Comment cela se passe-t-il concrètement ? J'écris mon premier jet au crayon à papier. J'aime bien, une fois qu'il est prêt, laisser passer quelques semaines avant de l'entrer sur l'ordinateur. À ce moment-là, des tas de choses se transforment. Ensuite, une fois que j'ai fini, j'imprime, et là, évidemment, je gribouille partout. En revanche, il ne prend pas de notes. D'ailleurs, les poissons n'ont pas de pieds. Dans ce livre, premier tome d'un diptyque qui se situe à Keflavik, on suit le destin sur 3 générations d'une famille. Harry, déjà, écrivain devenu éditeur de développement personnel au Danemark, dont la vie est en train de flancher depuis qu'il s'est séparé de sa femme, et ses ancêtres. Margaret, la femme à la santé mentale fragile, qui vit dans l'ombre d'un mari solaire, peut-être trop solaire. Jacob, le père d'Harry, fils effacé, qui devient un époux et un père aux failles trop humaines. Alcoolisme, violence sexuelle, le cadre contemporain permet d'articuler une dimension plus sociale que dans les précédents livres de l'auteur. Un pays tenaillé entre les influences danoises et américaines, mais aussi rongé par un passé trop envahissant. Une chose assez inexplicable se produit quand on lit ce livre. C'est les nœuds que le lecteur s'apprête à traverser, et je le dis dans le sens le plus positif. À chaque fois que je reprenais ma lecture, je ne savais plus où j'en étais, avec quel personnage, et les noms islandais n'aident pas beaucoup. Cela a-t-il gâché ma lecture pour autant ? Pas du tout. Car plus qu'une trame nette et propre, c'est les déterminismes, les répétitions historiques qui nous intéressent. C'est le côté tragique, ici bien mieux dosé que dans la trilogie du gamin. Tragédie résolue dans le dernier acte, qui a une teneur presque mélodramatique, dans un sens positif encore une fois. Comme dans un Almodovar, où tout se résout et pas forcément pour le mieux. Le titre énigmatique trouve son explication vers la fin du livre, lors d'une tentative de suicide avorté. C'est formateur de voir la naissance d'un poète comme ça, presque en temps réel, de voir comment la poésie, justement, s'instille dans le récit, d'une manière si simple, si spontanée qu'on se demande encore s'il n'y a pas une teneur autobiographique dans ce texte. Tout ce que j'ai vécu sort d'une façon ou d'une autre dans mes livres. Je pense qu'un poète et un écrivain doivent être une personne qui engrange tout le temps, et la vie doit couler vers le poète, et ressort doucement, doucement, d'une façon différente. Et c'était donc bien parti pour la suite, à la mesure de l'univers. Eh bien non, j'ai trouvé que ce 2e tome était de trop. La fin avait conclu toutes les intrigues. Ici, le père d'Harry est malade, et celui-ci tente de lui parler vraiment, profondément, une dernière fois. On suivra aussi Margaret, dont la trajectoire a un peu évolué. De femme sans doute malade, peut-être bipolaire dans le précédent tome, avec une alternance entre mélancolie et euphorie, elle devient femme qui s'émancipe, en suivant son cœur auprès d'un instituteur. On se questionne. Est-ce que Stephenson a voulu quitter le camp dira-t-on, la folie si facilement attribuée aux femmes libres ? Ou est-ce l'inspiration qui l'a guidé vers d'autres contrées ? On ne saura pas. Et ce n'est pas bien grave. En revanche, ce qu'il est, c'est que la légèreté du précédent tome a disparu, que celui-ci est à nouveau plombé par une lourdeur mélancolique qui me rappelle plus la trilogie du gamin que d'ailleurs les poissons n'ont pas de pieds. J'ai beaucoup réfléchi, parce que je ne comprenais pas pourquoi un livre de Stephenson, pour moi, c'était bien et même très bien, mais que 7 ou 8 ça posait problème. Et à force d'y penser, j'ai compris à quoi sa littérature me faisait penser. Au romantisme. Il y a tous les ingrédients. Question de la nation, exacerbation des émotions, omniprésence de la mort, du temps qui fuit, la nature aussi, toujours là, peut-être pas en tant que confidente, mais que personnage assurément.
Et le romantisme, le problème, c'est que, on va dire que c'est pas mon mouvement littéraire préféré. C'est donc une raison qui ne tient qu'à moi, mais comme j'aime bien me faire des nœuds dans le cerveau, c'est aussi parce que tous les livres de Stephenson ne correspondent pas complètement à la sainte trinité de ce qui fait selon moi un bon livre. Du rire, de la mort et du cul. Ça a l'air trivial comme ça, mais je vais essayer de mieux m'expliquer. Par rire, je ne vais pas forcément dire du rire gras et potache, mais une voix ironique, voire cynique. Du second degré, de l'autodérision, qui permet de voir la farce de la vie. Pas forcément un rire franc, mais de la légèreté. Le moyen le plus simple d'entrer en contact avec le lecteur, de mieux doser la tension dramatique. Manière de prendre un peu de hauteur par rapport à ses personnages, à son histoire, de faire vivre le narrateur. Par mort, je ne pense pas que mort effectif il doit y avoir, mais comme c'est un des sujets qui travaille l'homme en général, et a fortiori l'écrivain, qu'il y ait une pulsion de mort, un deuil, le tragique comme contrepoint à la farce dont j'ai parlé plus haut. Que ce soit une spirale morbide, des questionnements existentiels, pour moi, si à aucun moment le sujet n'est posé sur la table, c'est que l'auteur refuse sa place, refuse son rôle. Il préfère faire de ses personnages des statues de sel qui refusent de se voir tels qu'ils sont. Bref, il refuse la tension, l'évolution pour un récit souvent statique. Bon, et pour le cul, je vais pas faire un dessin. Un peu de sensualité, une écriture laiteuse, ronde, pleine et gorgée et turgescente, tant qu'à faire. Bon, ça veut rien dire. Du cul égale du cul. Tous les grands livres n'en parlent pas forcément, bien que la plupart en parlent. Eros, Thanatos, pulsion, désir, adultère, perversion, etc., etc., etc. Donc, cette longue parenthèse pour dire que ce qu'il manque dans certains livres de Stephenson, c'est la légèreté. Que c'est pesant, que c'est lourd parfois. C'est sérieux et emphatique. Bien sûr, cette théorie ne tient qu'à moi. Et c'est très probable que dans quelques temps, je vous donne les 5 ingrédients d'un bon livre, ou les 21 ingrédients, que la littérature c'est ceci ou cela. C'est ce que je fais assez souvent, ce qui montre qu'il n'y a pas une définition simple et balisée. Pour conclure, disons qu'on a souvent envie d'ébouriffer les cheveux de Stephenson et de lui dire « Tout n'est pas question de vie ou de mort ». Asta, c'est un livre de femme. Le personnage éponyme, pour commencer, femme qui traverse le temps, qu'on suit dans sa jeunesse à la campagne, auprès de Joseph, puis quelques années plus tard, en Europe, perdue. Seule la fin dévoilera pourquoi. Puis des années plus tard, âgée d'une 50aine d'années. Ses parents, Sigvaldi et Helga, trop beaux pour rester heureux. Et le temps, personnage central, si ce n'est le personnage principal. Temps qui brise et apaise. Le temps est primordial car il change les personnages. Asta n'est pas la même à 15 ans qu'à 20 ou à 50. Manière de montrer l'évanescence de l'identité et comment les mots, comme nous l'avions vu dans Entre ciel et terre, peuvent changer la trajectoire d'une vie. Tu iras loin avec ta chatte. Ces 6 mots briseront la vie d'Asta, la réduiront, elle et tout ce qu'elle pourrait entreprendre à son sexe, résumant la misogynie et le ressentiment de tous les hommes dans la bouche d'un seul. Puisqu'elle est libre, puisqu'on ne peut l'enfermer dans ce rôle de mère ou de femme, rôle qui avait déjà enfermé sa mère, on lui rogne les ailes et sa destinée. La forme est à présent rodée, labyrinthe de poésie, de musique, qui parle de famille, d'abandon, de renoncement, mais aussi d'amour. Asta, qu'on pourrait traduire par le prénom Aimé. C'est aussi le livre de l'amour familial, aussi bancal qu'il puisse être, de l'amour de jeunesse, qui sert de moule à tous les autres, sans doute trop fortement. Allégorie, symbole, cette histoire n'est pas seulement à prendre au premier degré, mais plutôt comme une frise des relations humaines, où chaque personnage pourrait être l'archétype d'un membre familial, comme un jeu des 7 familles agrandi, dans lequel on se perd parfois, mais où la poésie nous rattrape. On voit à présent son style tel qu'il est, les exergues, le mélange entre passé et présent, le fait que ce ne soit pas raconté de manière linéaire aussi, les dialogues longs de retrouvailles, les lettres envoyées souvent trop tard. Si on faisait partie d'un jury du bac, on dirait à Stephenson de prendre garde encore à ses aphorismes. Parfois, le silence est plus parlant que les mots, qui plombent le texte, et à ses analyses politiques pas toujours des plus précises. À peu près tout le monde en Europe est d'accord pour dire que Trump c'est pas la panacée. Qu'un auteur le fasse sans préciser son propos, comme Knausgaard par exemple, qui lui apportera une réflexion personnelle et argumentée sur le sujet, donne juste l'impression de vouloir montrer patte blanche, qu'on est dans l'équipe des gentils. Ce qui me donne envie de parler du féminisme de Stephenson, qui me paraît s'inscrire dans la même veine. Il est intéressant de noter par exemple que John parle de Dieu au féminin, ou qu'il salue souvent le courage des femmes avec lesquelles il a travaillé. Ce qui est bien, je ne dis pas le contraire.
Mais je trouve que sa vision de la féminité a quelque chose d'encore trop mythifié, voire objectifié avec ses jeunes héroïnes. Certes, elles sont souvent présentées par les critiques du Monde ou de Lire Magazine ou autres comme des personnages forts, ou plus précisément, des personnages féminins forts, comme s'il fallait encore le préciser, et qui me donnent moi juste envie de dire que si elles restent à l'état de personnages féminins forts, c'est alors aussi une condamnation, à ne pas exister totalement, à rester un être de papier, pas assez de chair, un fantasme. Les femmes chez Stefansson existent dans leur travail, dans leur famille, dans leurs relations avec les autres, mais n'ont pas un espace à elles, cet espace où elles ne sont pas tributaires du regard, où elles sont entre elles ou juste seules, par exemple, ou pathétiques, ou ambiguës, même s'il y a quelques exceptions. Elles restent des héroïnes. On ne peut nier que la quasi-totalité des personnages féminins sont sexualisés à un moment ou à un autre. Et même si Stefansson les peint toujours avec délicatesse, que le désir féminin est parfois mis en avant, malgré le regard des autres, malgré parfois le poids de la famille, c'est que les personnages féminins, les jeunes encore plus, sont un peu interchangeables. Toutes belles, à la taille gracile, aux cheveux longs qui tombent en cascade, des yeux sombres comme des lacs, des nez ou des commissures en forme de larmes, j'ai encore un peu de mal à visualiser l'image. Même si des personnages de plus de 50 ans, ou alors en surpoids par exemple, vont prendre part à des scènes de sexe, John Kalman Stefansson s'attardera plus sur les autres. Et c'est assez marrant parce que dans D'ailleurs les poissons n'ont pas de pieds, il parle du personnage d'auteur qui a un magazine porno avec une jeune femme qui le toise. Et ce regard sera coup à coup vécu comme lascif, triste, puis accusateur, si bien qu'il le jettera, se sentant coupable par rapport à ses filles qui ont presque le même âge. Ce qui n'empêchera pas Stefansson d'écrire sur ce même jeune femme par la suite. Après, c'est pas que c'est mal en soi, c'est juste que c'est une question de récurrence. Quand sur 8 livres, il y en a bien 6 qui s'y attardent, on ne peut s'empêcher de le remarquer. Avec au moins 2 pertes de virginité, si je ne me trompe pas. Et c'est ce que je voulais dire, par rapport à la manière dont il dénonce les violences sexistes ou sexuelles, qu'il a un côté très ailé, d'un côté, et que de l'autre, sa propre écriture est dans l'angle mort de ses considérations féministes. Il y a une tension qui s'installe entre les deux et que personne n'a vraiment souligné. Lumière d'été puis vient la nuit. On termine avec l'avant-dernier, Lumière d'été puis vient la nuit. Pour Ton absence n'est que ténèbres, vous pouvez retrouver ma chronique dans la vidéo sur la littérature nordique. Il suit encore cette structure désordonnée, que j'aime beaucoup pour ma part, et plusieurs personnages. L'astronome, qui se met à parler qu'en latin, ses fils qui vont devoir se confronter à des fantômes dans un entrepôt, Kjartan, l'un des deux, empêtré dans une liaison dont il ne parvient pas à se défaire. Et c'est tout. Je l'ai lu il y a quelques semaines, et comme je suis aussi organisée que Stefansson, je n'ai pas pris de notes, ce qui fait que j'ai oublié. J'ai oublié les grandes lignes, les petites lignes, les noms des personnages, je me souviens de la fin, oui, elle était tragique encore une fois, et du petit soulagement que j'ai ressenti en ayant terminé. Qu'en retenir alors ? J'ai fait cette vidéo, peut-être que je n'étais pas la mieux placée. J'avais adoré le dernier roman de John Kalman Stefansson, mais même si les autres m'ont plutôt plu, waouh, quel euphémisme à 3 sous, eh bien, ça n'a pas été l'amour fou, passionnel et irraisonné que j'attendais. C'était parfois ennuyeux, parfois j'avais un sourire un peu mauvais au bout des lèvres, alors que Stefansson ne le mérite pas, qu'il écrit la plupart du temps bien, et qu'un jour, oui, un beau jour, si j'entends à la radio qu'il a gagné le prix Nobel de littérature, je ne serai pas vraiment étonnée. Trust me.